Tu n'es pas celui que tu crois être, et peut-être ne l'as-tu jamais été. Depuis ton tout premier bonjour, un réseau a commencé à se tisser autour de toi, invisible, mais serré. Un système de codes sonores, de syllabes et de phrases que tu as appris à répéter sans poser de questions. Les mots t'ont donné une voix, et en même temps, ils t'ont enchaîné. Chaque phrase que tu as apprise dans ton enfance, chaque expression répétée des milliers de fois au fil des années, a modelé non seulement ton langage, mais aussi ton destin. Oui, ton destin. Car la réalité dans laquelle tu vis aujourd'hui, les décisions que tu as prises, les peurs que tu portes, les limites que tu crois infranchissables, tout cela a été construit à partir des mots que tu as appris à accepter comme normaux. Mais qu'est-ce que la normalité sinon un sort bien lancé? Georges Gurdjieff disait que l'être humain vit dans un état de sommeil, agissant comme une machine, croyant être libre alors qu'il obéit à des ordres invisibles dont il ignore même l'origine. Mais le sommeil dont il parlait n'est pas seulement spirituel ou psychologique, c'est un sommeil linguistique, un envoûtement phonétique qui commence au berceau et nous suit jusqu'à la tombe. Tu ne parles pas, tu répètes. Tu ne choisis pas tes mots, ils ont été choisis pour toi. Et pire encore, ce sont eux qui te choisissent en retour comme des entités programmées qui évoquent en toi des comportements automatiques, des idées préfabriquées, des limites déguisées en bon sens. Pense au mot « réalité ». Il semble objectif, neutre. Mais que signifie-t-il réellement? Une construction. Et comme toute construction, elle a besoin de briques. Tes briques sont tes mots. Et si ces mots sont fragiles, incomplets ou empoisonnés, la maison que tu bâtis avec eux ne sera jamais vraiment la tienne. Ce sera une maison héritée, préfabriquée, où chaque mur possède un miroir, mais où aucun reflet n'est vraiment le tien. Combien de fois as-tu déjà dit « je ne peux pas »,« je suis comme ça »,« je n'ai pas le choix ». Combien de fois as-tu utilisé ces phrases comme un bouclier, sans te rendre compte qu'elles étaient en fait des chaînes? Les mots sont des portails, mais aussi des prisons. Ce que tu dis devient la lentille à travers laquelle tu vois le monde. Et plus encore, la lentille à travers laquelle le monde te perçoit. Et maintenant, je te pose la question. Combien des mots que tu prononces sont réellement les tiens? Combien de phrases répètes-tu simplement parce qu'on t'a appris que c'était ainsi qu'un adulte responsable devait penser? Combien de croyances se cachent dans ton vocabulaire comme des termites dans un vieux meuble, rongeant lentement la structure de ton être sans bruit? Tu peux trouver tout cela exagéré. Tu peux croire que le langage n'est qu'un outil, un simple moyen de communication. Mais laisse-moi te révéler un secret dérangeant. Rien n'est plus dangereux que ce qui agit dans l'invisible, et les mots sont passés maîtres en la matière. Le mot « autorité », par exemple. As-tu déjà remarqué qu'il vient du mot « auteur » ? Celui qui a autorité sur toi est celui qui écrit ton histoire. Et celui qui écrit ton histoire choisit la fin. Tu te réveilles chaque jour et dis « bonjour », sans réaliser que ce « bon » est un contrat inconscient avec une journée semblable à celle d'hier. Tu dis « ça va », même quand tu sens que quelque chose cloche. Et ce faisant, tu fixes ton énergie dans un état qui ne te convient pas. Tu dis « je ne peux pas, je ne sais pas, je ne suis pas capable ». Et en le disant, tu refermes les portes du possible avant même de les approcher. Gurdjieff avertissait « l'homme vit comme un somnambule, éveillé, mais endormi, en mouvement, mais sans présence. Et le sommeil le plus profond est peut-être celui du langage. Car lorsque tu dors dans ton lit, ton corps se repose. Mais quand tu dors dans tes mots, ton âme se décompose. Regarde le mot « connaître ». En français, on pourrait presque entendre « connaître », renaître ensemble. La vraie connaissance est une renaissance, une nouvelle vie. Mais combien de fois utilises-tu des mots comme s'ils étaient vieux, usés, bureaucratiques? Combien de fois parles-tu simplement pour combler le silence et non pour révéler la vérité? Tu n'es pas un écho, mais tu vis comme un écho. Et ce n'est pas de ta faute, c'est le système, c'est la langue, c'est la structure. Le langage de notre société a été conçu pour l'obéissance, pas pour la liberté. Des phrases faites pour simplifier, pas pour approfondir. Des mots qui décrivent, mais ne réveillent pas.
T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens si petit face à certains défis? Pourquoi tu reproduis sans cesse les mêmes schémas d'échec, même lorsque tu essaies de penser positivement? C'est parce que le langage que tu utilises pour te décrire n'est pas le tien, il est emprunté, hérité et, au fond, aliénant. Et si je te disais que toutes ces phrases automatiques sont en réalité des sortilèges? Oui, des sortilèges. En anglais, le mot spelling signifie à la fois épeler et jeter un sort. Tu n'écris pas seulement avec des mots, tu conjures, tu invoques, tu donnes forme à l'invisible. C'est pourquoi le langage n'est pas seulement un instrument d'expression, c'est un outil de construction vibratoire. Chaque mot possède une fréquence, chaque phrase est une onde, et la réalité que tu vis est le son résultant de cette symphonie invisible que tu récites chaque jour sans même t'en rendre compte. Quand tu dis « je suis un échec », l'univers entend « ordre reçu ». Quand tu dis « je n'ai pas d'issue », ton esprit construit des murs. Quand tu dis « je ne mérite pas », ton corps tombe malade. Les mots sont des commandes, des clés, des codes. Et la plupart d'entre nous vivent en utilisant les mots comme des déchets, des mots vides, lourds, pessimistes, sans âme. Et ensuite, on se demande pourquoi la vie ressemble à un labyrinthe sans sortie. Mais maintenant, quelque chose a commencé à changer, car maintenant, tu es conscient. Et la conscience brise les sorts. Tu n'as pas à continuer de vivre selon le script qu'on a écrit pour toi. Tu peux commencer à créer un nouveau langage. Pas celui des livres de développement personnel, mais celui de la présence, de la vibration élevée, de l'authenticité. Gurdjieff disait que s'éveiller est un travail ardu, et tout commence par l'auto-observation. Ce que tu dis, comment tu le dis, pourquoi tu le dis. Chaque mot que tu prononces doit devenir un choix, et non une répétition, une intention, et non une réaction. Alors commence maintenant. Commence par écouter ta propre voix. Écoute ce que tu dis de toi-même. Écoute ce que tu dis de la vie, de l'amour, du temps, de l'argent. Écoute comme on écouterait l'écho d'un ancien rêve cherchant à se réveiller. Et en écoutant, demande-toi, ce mot m'élève-t-il ou m'écrase-t-il? Cette phrase me donne-t-elle du pouvoir ou me rétrécit-elle? Ce langage est-il vivant ou est-ce un tombeau? Car si tu n'es pas l'auteur de ton propre langage, quelqu'un d'autre le sera, et peut-être que ce quelqu'un est déjà en train d'écrire ton prochain chapitre, sans que tu le saches. Mais maintenant, la plume est entre tes mains. La seule question qui reste est, qu'écriras-tu avec elle? T'est-il déjà arrivé de te dire en silence, « Je ne suis plus celui que j'étais » ? As-tu déjà senti qu'une partie de toi était restée bloquée dans le temps, comme si elle attendait encore une permission qui n'est jamais venue? Peut-être que tu as aujourd'hui 43, 57 ou 68 ans. Peut-être que tu regardes en arrière et que tu vois une vie pleine de tentatives. Certaines ont réussi, d'autres moins. Mais ce qui fait vraiment mal, ce ne sont pas les échecs, c'est ce qui n'a jamais eu la chance d'exister. Tu as construit, survécu, soutenu des gens, affronté des pertes, fermé des portes, pris soin des autres. Tu as suivi le script, celui invisible, que personne ne t'a remis en main propre, mais que tout le monde semblait connaître par cœur. Travailler, payer, supporter, et, quand c'est possible, sourire. Quand c'est possible. Mais au fond, quelque chose t'a toujours paru faux. Comme une mélodie triste, discrète, presque inaudible, qui jouait en arrière-plan de ta vie et que toi seul entendais. Et peut-être que tu as appelé ça de l'anxiété, ou de la nostalgie, ou de la fatigue. Mais si c'était autre chose, et si c'était ton âme qui tentait de te rappeler à elle, tu sais de quoi je parle. Ce sentiment qui apparaît au milieu de la nuit, quand tout est silencieux et que même l'horloge semble ralentir. Cette pensée qui te traverse dans les embouteillages, sous la douche, dans la file du supermarché, cette sensation de vivre une vie plus petite que celle pour laquelle tu es né. Mais pourquoi? La réponse peut faire mal, mais elle libère, parce qu'on t'a programmé pour entrer dans le moule. Depuis l'enfance, tu as entendu des ordres comme « ravale tes larmes »,« ne réponds pas »,« sois fort »,« ne te plains pas »,« sois reconnaissant », d'autres ont pire que toi.
Et petit à petit, tu as remplacé les sentiments par des phrases toutes faites. Au lieu de dire ta tristesse, tu disais « ça va ». Au lieu de demander de l'aide, tu disais « je peux gérer ». Au lieu de rêver grand, tu disais « ce n'est pas pour moi ». Tu as échangé la vérité contre l'obéissance, ta liberté contre un sentiment d'appartenance. Et pire encore, on t'a appris à sourire pendant que cela se produisait. C'est la prison la plus efficace, celle qui se déguise en vertu. Tu es devenu l'adulte fonctionnel, celui qui gère, celui qui encaisse, celui qui porte le monde sur ses épaules tout en demandant si quelqu'un d'autre a besoin d'aide. Mais personne ne t'a demandé si toi, tu avais besoin d'être écouté, ou reconnu, ou simplement pris dans les bras, sans précipitation. Petit à petit, tu as disparu de toi-même, et personne ne s'en est aperçu. Georges Gurdjieff disait que l'être humain est, la plupart du temps, un théâtre vide, où les idées et les émotions se succèdent comme des acteurs sans metteur en scène. Il ne voulait pas offenser, il voulait réveiller. Parce que quand tu répètes des phrases comme « je suis comme ça »,« on n'y peut rien »,« je n'ai pas le temps », tu ne fais que réciter un scénario écrit pour toi. Il y a longtemps, à une époque où tu croyais encore être libre. Mais il n'est pas trop tard. Il reste un endroit en toi qui n'a pas été corrompu, une partie silencieuse qui observe tout. Cette partie, c'est toi. Celle qui ressent une boule dans la gorge sans raison, celle qui pleure en entendant une chanson vieille de 30 ans, celle qui regarde le ciel et l'espace d'un instant oublie les factures. Cette partie attend que tu lui parles à nouveau, mais elle ne comprend pas les mots vides. Elle comprend le langage du sacré, de la vérité, de la présence. Et la vérité, c'est que tu en as assez de te cacher derrière des phrases sécurisantes. Tu veux plus, mais tu as encore peur. Peur de changer et de regretter. Peur de ne plus être utile. Peur de découvrir que tu as passé toute ta vie à obéir à une voix qui n'était pas la tienne. Mais crois-moi, il y a de la dignité à s'arrêter, il y a de la beauté à recommencer, et du courage à désapprendre, à 35, à 48, à 62 ans. Peu importe. Tu n'es pas trop vieux pour changer la façon dont tu te parles. Tu es assez sage pour remarquer que ton langage est trop vieux pour porter celui que tu es devenu. Combien de fois as-tu dit « je ne peux pas changer » en acceptant un destin qui ne t'appartient pas? Combien de fois as-tu commencé une phrase par « je suis comme ça » juste pour éviter d'affronter la peur de découvrir qui tu peux réellement être? Combien de fois as-tu utilisé des mots comme des tranchées, alors qu'il te suffisait d'ouvrir une porte en toi? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de crier pour changer. Il suffit de chuchoter autrement. Remplace « je n'y arrive pas » par « j'apprends ». Remplace « je suis nul pour ça » par « je n'ai jamais essayé avec le cœur ouvert ». Remplace « je dois » par « je choisis ». Et regarde ce qui se passe. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est de l'alchimie. C'est une reprogrammation de l'âme. Quand tu changes ta manière de parler, tu changes ta manière d'exister. Et quand tu changes ta manière d'exister, le monde autour de toi commence, mystérieusement, à se réorganiser. Mais une mise en garde s'impose. N'attends pas que les autres comprennent. Beaucoup continueront à dormir, à répéter les mêmes mots, les mêmes plaintes, les mêmes habitudes linguistiques héritées et jamais remises en question. Mais toi, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir, parce que maintenant tu as entendu, maintenant tu ressens, et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Tu te tiens à un carrefour invisible. D'un côté, le confort de la répétition. De l'autre, l'inconfort de la liberté. Gurdjieff disait que le vrai travail intérieur commence quand une personne est forcée d'abandonner l'illusion qu'elle est déjà éveillée. Et peut-être que c'est ton moment. Celui de regarder en toi, de réécrire, de réapprendre, non comme quelqu'un qui cherche la perfection, mais comme quelqu'un qui aspire, enfin, à être entier. Quel que soit ton âge, ton histoire, ton bagage, tu peux encore changer la langue avec laquelle tu te parles. Parce qu'au fond, ce qui fatigue le plus, ce n'est pas la vie, c'est de vivre toute une vie avec des mots qui ne parlent pas ta vérité. Tu n'es pas seul, et il est encore temps. Tout commence par un choix. Quelle sera la prochaine phrase que tu utiliseras pour parler de toi-même? As-tu déjà ressenti une douleur que tu ne savais pas nommer?
Une angoisse silencieuse, comme si ton corps portait un poids qui n'était pas physique, mais vibratoire. Peut-être une oppression dans la poitrine au réveil, une anxiété diffuse avant de dormir, une tristesse soudaine au milieu d'un après-midi banal sans raison apparente. Et tu essaies de justifier, c'est sûrement la fatigue, le stress, le manque de temps, mais et si ce n'était pas ça? Et si c'était l'écho des mots que tu répètes depuis des années, inconsciemment, comme un rituel d'auto-emprisonnement? Et si chaque pensée silencieuse que tu nourris était en réalité une fréquence qui résonne dans chacune de tes cellules, façonnant non seulement ton humeur, mais aussi ton corps, ta réalité, ta vie entière? La science a un mot pour ça: neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à se réorganiser selon les expériences vécues et, surtout, selon les schémas de pensée et de langage que tu entretiens chaque jour. En d'autres termes, la manière dont tu te parles change physiquement ton cerveau. Et si ton cerveau change, tout change. Mais que t'es-tu dit à toi-même ces derniers temps? T'es-tu traité d'idiot, de raté, de laid, de fatigué, de vieux, de distrait, de paresseux, d'anxieux, de problématique? Ou bien t'es-tu dit que tu es présent, capable, fort, en chemin, en apprentissage? Car ces mots ne restent pas simplement dans l'air, ils deviennent toi. Tu trouves que c'est exagéré? Regardons cela de plus près. Le chercheur japonais Masaru Emoto a mené des expériences sur les molécules d'eau. Il a exposé des récipients d'eau à des mots positifs comme amour et gratitude, puis à des mots négatifs comme haine et peur. Résultat, après congélation, les cristaux formés par l'eau exposée à des mots positifs étaient beaux et symétriques. Ceux soumis aux mots négatifs étaient difformes et chaotiques. Maintenant, respire profondément. Rappelle-toi, plus de 60% de ton corps est constitué d'eau. Comment crois-tu que les mots que tu prononces chaque jour influencent l'architecture invisible de ton corps? Dis-moi en commentaire. As-tu déjà remarqué un changement physique ou émotionnel lié à un schéma de pensée ou à une parole répétée? As-tu senti ton corps réagir à quelque chose qui semblait être juste un mot inoffensif? Voilà le point. Les mots ne sont pas inoffensifs. Ce sont des charges électriques, des instructions, des vibrations qui traversent la peau, les os, les organes. Et quand tu t'insultes, même pour rire, tu blesses une partie de toi. Quand tu dis « je suis un désastre », tu ne fais pas que te défouler, tu programmes. Georges Gurdjieff disait que l'être humain est un être fragmenté, divisé en multiples moi qui se contredisent et s'auto-sabotent sans même s'en rendre compte. Et l'un des lieux où cette fragmentation s'exprime le plus, c'est dans le langage. Il y a un moi qui rêve et un autre qui dit « ce n'est pas possible ». Un moi qui aime et un autre qui répète « ce n'est pas pour moi ». Un moi qui aspire à la liberté et un autre qui répond par la peur, le doute ou des phrases apprises de l'autosabotage. Combien de versions de toi vivent à l'intérieur? Et combien de ces voix utilisent des mots qui ne t'appartiennent même pas? Observe maintenant ton langage quotidien. Il est rapide, automatique, piloté par des algorithmes et des gros titres. Tu dis que tu n'as pas le temps, que tu es à bout, que tu te bats pour survivre. Et ces phrases deviennent ton identité. Mais que se passerait-il si tu disais « je cherche l'équilibre » ou « je m'observe ». Tu vois la différence? Le langage que tu choisis donne le ton de ta narration intérieure. Dis-tu ce que tu ressens vraiment ou seulement ce qu'on t'a appris à dire? Partage ici. Quelle expression ou quel mot reviens-tu le plus souvent dans ton vocabulaire? Et que ressens-tu quand tu le dis? Il y a quelque chose de plus subtil encore. La musique. Oui, elle aussi parle. Elle programme. Réfléchis. Combien de chansons écoutes-tu qui répètent des thèmes d'abandon, de manque, de douleur, de perte, de dépendance? Des refrains que tu chantes sans y penser et qui, goutte à goutte, s'infiltrent dans ton inconscient. La musique est une prière déguisée. Et chaque parole que tu répètes avec émotion devient une affirmation que ton corps croit vraie. Et il n'y a pas que la musique. Pense aux informations, aux titres, aux discussions au travail, en famille. Ce sont des mots remplis de peur, de culpabilité, d'urgence, de colère.
Et même si tu penses ne pas y prêter attention, ton système nerveux, lui, écoute. Choisis-tu ce que tu entends ou te laisses-tu submerger par le bruit? Cette question est cruciale, car tout ce que tu entends, vois, répètes, avec ou sans intention, se transforme en quelque chose de concret en toi et devient la matière avec laquelle tu construis les décisions de ta vie. Gurdjieff parlait souvent de la présence, de l'effort conscient, comme clé pour sortir de l'automatisme. Et peut-être que l'effort conscient le plus puissant de notre époque est celui de choisir avec soin les mots avec lesquels nous nourrissons nos journées. Parce qu'il est plus facile de répéter les anciens schémas, plus facile de râler, de se plaindre, de jurer, mais il n'y a pas d'évolution dans cette facilité. L'évolution demande de l'attention, et l'attention demande un langage nouveau. Combien de fois as-tu abandonné quelque chose avant même d'essayer, simplement parce qu'une voix en toi a murmuré « Tu n'y arriveras pas ». Et cette voix utilisait quels mots? C'était les tiens ou ceux de quelqu'un d'autre, entendus il y a des années, que tu as adoptés sans le savoir? Pense maintenant à ton corps. Il ressent, il écoute, il enregistre. Un « j'en peux plus » répété pendant des semaines peut devenir une inflammation. Un « ça m'étouffe » quotidien peut se transformer en douleur thoracique. Un « ma vie est une merde » peut paralyser tes organes, affaiblir ton immunité, éteindre ta joie. Et personne ne verra cela de l'extérieur. Mais toi, tu le sens, tu le sais. Alors demande-toi avec honnêteté, si ton corps est un temple, quels mots laisses-tu circuler dans ses couloirs intérieurs? Si ton esprit est un jardin, quelles phrases y répands-tu chaque jour? Je te propose quelque chose. Partage ici en commentaire une phrase négative que tu avais l'habitude de dire, et une nouvelle version plus douce, plus consciente, que tu choisis de cultiver à sa place. Ce simple geste commence déjà à reprogrammer quelque chose, en toi et chez ceux qui te liront. Car il y a du pouvoir dans la parole, mais il y a encore plus de pouvoir dans la parole intentionnelle. Et lorsque tu commences à utiliser des mots qui guérissent, qui soutiennent, qui libèrent, même en plein chaos, tu actives en toi une nouvelle fréquence. Tu cesses de répéter la douleur. Et tu commences enfin à raconter la vie avec une autre mélodie. Et si c'était ça, ce qui t'avait toujours manqué, pas un miracle, pas un nouveau plan, mais un nouveau vocabulaire pour ton âme. Es-tu prêt à remplacer le « je n'y arrive pas » par « j'apprends à transformer le « c'est fichu » en « je fais de la place pour ce que je ne connais pas encore ». Les mots sont des portes, et tu portes des clés depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. La seule vraie question est, quelle porte vas-tu ouvrir maintenant? As-tu déjà imaginé que tout ce que tu crois à propos de la vie, ce qui est juste, réel, possible, avait en fait été écrit par quelqu'un d'autre, et que, pendant toute ton existence, tu n'as fait qu'interpréter un rôle dans un scénario que tu n'as jamais eu la chance de relire? Ce n'est pas une métaphore, c'est une constatation. Nous vivons dans un monde façonné par des mots que nous n'avons pas choisis, par des structures que nous ne comprenons pas, et par des significations que nous avons héritées sans jamais les remettre en question. Le langage n'est pas seulement une manière de décrire la réalité, il est l'engrenage même qui la fait fonctionner. Fais un pas en arrière et observe. Qui décide de ce qui est une information? Qui choisit les verbes des journaux? Qui détermine les termes que nous utilisons pour nommer les crises, les maladies, les guerres, les politiques? Pourquoi parle-t-on de dommages collatéraux au lieu de dire mort civile? Pourquoi appelle-t-on réforme les mesures qui nous retirent des droits? Il y a un jeu sémantique permanent, et nous en sommes, sans le savoir, les pions les plus dociles. Gurdjieff appelait cela le sommeil collectif, un état dans lequel l'être humain agit, pense, consomme et communique comme s'il était éveillé, alors qu'il est profondément hypnotisé par le langage qui l'environne. Un automate doté d'une voix, répétant des phrases qu'il ne comprend pas, des idées qui ne sont pas les siennes, des sentiments peut-être inexistants, mais qui paraissent réels parce qu'ils ont un nom, et les mots sont dangereux. Parce qu'ils rendent visible l'invisible. Tu veux une preuve? Regarde cette expérience menée dans les années 70 par des psychologues de l'université de Stanford.
Deux groupes de volontaires ont lu une description identique d'un cas fictif de violence urbaine. Une seule différence, pour un groupe, le problème était présenté comme une bête sauvage en liberté, pour l'autre, comme un virus qui se propage. Résultat, ceux qui avaient lu bête proposaient plus de police, plus de prison, des sanctions sévères. Ceux qui avaient lu virus parlaient de prévention, d'éducation, de soutien social. Un seul mot a complètement changé leur perception de la réalité. Et maintenant, réfléchis. Combien de mots façonnent, à cet instant précis, ta vision du monde? La politique, le travail, la pauvreté, l'autre, toi-même. T'es-tu déjà demandé pourquoi on appelle les journaux télévisés les nouvelles vraies? Pourquoi on accepte comme normal qu'on dise « le marché a réagi avec peur ». Depuis quand une abstraction comme le marché ressent-elle des émotions humaines? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'ingénierie linguistique. Les mots façonnent l'opinion publique. Et là où il y a opinion publique, il y a contrôle social. Voilà pourquoi les gouvernements et les grandes entreprises investissent des milliards dans la communication. Ce n'est pas pour t'informer, c'est pour te cadrer. Et il y a un détail encore plus troublant. Le langage juridique, celui qui définit tes droits, tes devoirs, tes dettes, tes obligations, est chargé de symbolismes cachés. Le mot « summon », utilisé dans les tribunaux américains, signifie « convocation judiciaire ». Mais en anglais archaïque et ésotérique, « to summon » veut dire « invoquer un esprit ». Coïncidence? Peut-être. Mais réfléchis, quand tu es « summoned », le système ne fait pas que t'appeler. Il invoque ta présence comme dans un rituel institutionnel. Un autre exemple, le mot mortgage signifie crédit hypothécaire. Mais ses racines latines sont mort, mort et gage, engagement, gage. En d'autres termes, promesse de mort. Que cela dit-il du contrat que tu signes pour acheter une maison en échange de 30 années de ta vie productive pour 4 murs et un toit? Qui a écrit ces mots? Qui a défini leur sens? Et surtout, qui en profite de la manière dont ils agissent en toi? Combien de fois as-tu dit « je dois travailler » sans te rendre compte que le verbe « devoir » t'enferme dans une prison invisible, comme si tu n'avais pas le choix? Et combien de fois as-tu dit « je n'ai pas le temps » sans voir que cette phrase installe une sensation de rareté fabriquée, comme si le temps était quelque chose que l'on perd et non quelque chose que l'on vit? Comment ici? Quel mot ou quelle expression sens-tu comme étant celle qui limite le plus ta vie aujourd'hui? Et si tu pouvais le remplacer, quel mot choisirais-tu? Et maintenant, pense à ton prénom, à ton numéro d'identification, à ta fonction professionnelle, à ton statut marital. Chacun de ces mots a lui aussi une fonction, réduire ton être à une unité fonctionnelle du système, un numéro, une donnée, un rôle. Tu deviens père de famille, femme courageuse, chômeur, débiteur, travailleur indépendant, retraité. Aucun de ces mots ne te définit vraiment, mais tous définissent comment les autres te perçoivent. Gurdjieff disait « Le langage des hommes ordinaires est fait pour la confusion ». Et peut-être est-ce pour cela qu'il enseignait que le véritable travail intérieur commence quand on apprend à nommer les choses avec son propre vocabulaire, sa propre vibration, et non avec le dictionnaire de la masse. As-tu déjà essayé d'inventer tes propres mots pour nommer tes émotions les plus profondes? As-tu déjà tenté de décrire une douleur avec authenticité sans utiliser de termes cliniques ni d'étiquettes sociales? As-tu déjà dit à quelqu'un « Je me sens vide, mais ce n'est pas de la tristesse, c'est autre chose que je ne sais pas encore nommer ». Ce type de sincérité linguistique est rare, parce qu'elle fait peur. C'est plus facile de suivre le script. Mais ce script n'a pas été écrit pour ton âme, il a été écrit pour ta fonction. Et il y a une grande différence entre vivre comme une âme et fonctionner comme un engrenage. Alors, la vraie question est, décris-tu le monde avec tes mots? Ou avec les mots qu'on t'a donnés? Laisse un commentaire avec un mot que tu as inventé ou réinventé pour t'exprimer vraiment. Parfois, un simple mot nouveau est le premier pas vers un monde intérieur entièrement différent. Ne sous-estime jamais ce pouvoir.
Le langage n'est pas une surface, c'est de l'alchimie. La manière dont tu nommes les choses détermine la manière dont tu t'y rapportes. Appelle quelque chose fardeau, et il t'écrase. Appelle-le apprentissage, et il t'élève. Appelle-le punition, et il t'enferme. Appelle-le appel, et il te transforme. Rien n'a changé, sauf le mot. Mais au fond, changer le mot, c'est changer la réalité. Car c'est avec des mots que l'on invoque le réel. C'est avec des mots que les contrats sont signés, les mariages scellés, les lois créées, les guerres justifiées, les peurs nourries et les rêves étouffés. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à dire « c'est comme ça », respire. Peut-être que non. Peut-être que tu es simplement en train de répéter un vieux sort, enraciné dans une langue qui ne connaît pas l'ampleur de ton âme. Tu n'as pas à continuer. Tu peux, dès maintenant, renommer le monde, avec des mots plus vivants, plus tiens, plus vrais, parce qu'au fond, peut-être que la réalité n'a jamais été ce qu'elle est, mais seulement ce qu'on a dit à son sujet. Tu as parlé toute ta vie, des mots pour te présenter, pour demander, pour te défendre, pour aimer, pour te justifier. Tu as parlé à des inconnus, à des amis, à Dieu, à ton reflet. Tu as parlé pour être accepté, pour être compris, pour ne pas devenir fou. Mais à quel moment as-tu compris que tu étais aussi parlé? Oui, parler. Car derrière chaque phrase que tu dis et que tu répètes, il y a une origine, il y a une histoire, il y a un auteur. Et cet auteur, ce n'est pas toujours toi. Peut-être qu'aujourd'hui, après tout ce que nous avons vu jusqu'ici, une question commence à résonner en toi plus fort que jamais. Si les mots façonnent ma vie, qui a écrit la langue que j'utilise pour penser? La réponse peut être aussi dérangeante que libératrice. Parce que si ce n'était pas toi, alors il est encore temps de réécrire. Mais avant cela, il faut reconnaître une vérité inconfortable. La majorité des gens vivent sous l'emprise d'un langage qu'ils ne comprennent pas. Ils parlent, mais ne perçoivent pas que chaque mot contient une instruction. Ils se décrivent avec des phrases héritées de leurs parents, de leurs professeurs, de la télévision. Et ainsi, leur vie devient le reflet de ces récits transmis. Combien de fois t'es-tu senti incapable, simplement parce que tu avais appris à dire « je n'y arrive pas ». Combien d'opportunités n'as-tu pas vues parce que ton esprit était programmé pour répéter « ce n'est pas pour moi ». Combien de portes n'as-tu pas ouvertes parce que dans le silence, tes mots te disaient « n'insiste pas ». Georges Gurdjieff disait que la véritable liberté ne naît que lorsque l'homme commence à s'observer, non pas avec les yeux du monde, mais avec les yeux de la vérité intérieure. Et cette observation commence par le langage, par la façon dont tu te nommes, dont tu t'expliques, dont tu dis « je suis ». Cette phrase « je suis » est peut-être la plus puissante de toutes, car tout ce que tu places après, elle façonne ton être. Je suis anxieux, je suis compliqué, je suis nul en chiffres, je suis comme ça. Combien de ces affirmations sont réellement les tiennes, et combien ne sont que les échos de vieilles voix qui t'ont appris à te rapetisser pour entrer dans un moule? Mais la bonne nouvelle, c'est que de la même manière que tu as été conditionné, tu peux être reconditionné. Ce n'est pas une illusion, c'est de la science, c'est de la spiritualité, c'est une pratique. Les neurosciences montrent que le cerveau est plastique, malléable, et que le vocabulaire que tu utilises consciemment modifie la structure de ton système nerveux. Les mots d'affirmation, lorsqu'ils sont répétés avec intention et émotion, créent de nouvelles connexions neuronales. Avec le temps, ces connexions deviennent des chemins, et ces chemins, des possibilités. Tu peux reprogrammer ton esprit en commençant par ta bouche, par le verbe, par le son, par le silence, entre deux phrases. Mais cela demande un choix, cela demande de la vigilance, cela demande du courage, le courage de dire non à des phrases qui ont toujours semblé normales. Le courage de remplacer « c'est impossible » par « je découvre comment y arriver ». Le courage d'arrêter de te traiter d'idiot, de maladroit, de vieux, de lent. Le courage de te parler avec la même tendresse que tu offrirais à un enfant. Parce que oui, il y a un enfant en toi, et il écoute tout.
Il se nourrit de ce que tu te dis à toi-même. Il croit à chaque mot. Tu n'es pas seulement un adulte. Tu es blessure et guérison. Tu es mémoire et possibilité. Tu es un langage vivant, en attente d'être traduit à nouveau. Et c'est pourquoi, en cet instant, tu commences à comprendre que le changement que tu cherches tant ne vient pas de l'extérieur. Il ne viendra pas avec plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de chance. Il viendra quand tu cesseras de répéter la même histoire avec les mêmes mots. Tu veux une nouvelle vie? Alors dis des choses nouvelles. Parle avec plus de présence. Parle moins comme quelqu'un qui réagit et plus comme quelqu'un qui crée. Parle moins comme quelqu'un qui survit et plus comme quelqu'un qui s'éveille. Gurdjieff disait « La majorité des hommes pensent, ressentent et agissent de manière mécanique. Ils dorment. » Mais celui qui commence à réellement s'observer a déjà fait le premier pas vers l'éveil. Peut-être que toi aussi, tu es à ce point maintenant, mal à l'aise, silencieux, en train de t'éveiller, parce que tu commences à réaliser que chaque mot prononcé automatiquement est une graine jetée dans l'obscurité, et que tu peux, oui, choisir avec plus de soin ce que tu sèmes. Alors arrête-toi un instant et observe ta prochaine phrase. Celle que tu dirais sans y penser. Maintenant, réfléchis, cette phrase construit-elle ou détruit-elle? Libère-t-elle ou enchaîne-t-elle? Élève-t-elle ou répète-t-elle? La manière dont tu répondras à cette question déterminera la direction de tout ce qui viendra ensuite. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi a reconnu cet appel. Quelque chose a compris qu'il est temps d'assumer un nouveau vocabulaire, une nouvelle narration. Mais comment faire cela concrètement? Comment transformer tout cela en pratique quotidienne? Comment sortir de l'envoûtement des mots répétés et commencer à vivre avec un langage conscient, créateur, intentionnel? C'est ce que nous allons explorer maintenant, parce que la connaissance est déjà en toi. La prochaine étape, c'est l'action. Et ta nouvelle réalité commence lorsque tu décides de parler comme quelqu'un qui s'éveille. Respire. Tu es arrivé jusqu'ici. Et c'est déjà un immense pas. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais en écoutant ces mots avec attention, avec un cœur ouvert et une âme agitée, quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas immédiat, mais c'était réel. Parce que la vraie transformation commence dans le silence entre deux phrases. Au moment où tu arrêtes de répéter la même histoire et que tu commences à t'écouter avec plus de vérité. Que tu commences à te parler avec plus de douceur, que tu reconnais que ce ne sont pas les grands événements qui nous emprisonnent, mais les petits sortilèges linguistiques que nous lançons sur nous-mêmes chaque jour sans même nous en rendre compte. Le moment est venu de transformer cet éveil en pratique, pas en théorie séduisante, pas en promesses vagues, mais en gestes concrets, simples, profonds, durables. Voici un plan que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui, avec présence, avec intention et avec vérité. Premièrement, réveille-toi avec une conscience verbale. Avant de prendre ton téléphone, avant même de sortir du lit, prononce à voix basse une phrase qui élève. Elle peut être simple. Aujourd'hui est un jour de possibilités. Je choisis de me traiter avec douceur. Je suis capable de créer quelque chose de nouveau, peu importe laquelle. Ce qui compte, c'est qu'elle soit dite avec présence. Cette petite pratique interrompt le flux automatique du langage intérieur négatif qui envahit souvent l'esprit dès les premières minutes du jour. Deuxièmement, choisis 3 mots pour guider ta journée. Chaque matin, choisis 3 mots qui représentent l'énergie que tu veux incarner dans ta journée. Exemple, légèreté, concentration, gratitude ou courage, calme, abandon. Écris ces mots sur un papier, sur ton téléphone, sur le miroir. Et chaque fois que tu te surprends à fonctionner en mode automatique, respire et ramène ces mots à ton esprit. Ce sont des ancres, des mots passerelles, des mots refuge. Troisièmement, réécris tes phrases limitantes. Prends un cahier, divise une page en 2. D'un côté, écris les phrases que tu dis souvent et qui te semblent limitantes. De l'autre, crée une version nouvelle, plus vraie, plus légère, plus consciente. Par exemple,
Je suis trop anxieux. Kate, j'apprends à m'écouter avec plus de calme. Je n'ai pas de temps pour moi. Peu à peu, je commence à donner priorité à ce qui me nourrit. Je me sabote toujours. Je deviens mon meilleur allié. Lis ces nouvelles phrases à voix haute. Laisse ton corps entendre. Laisse tes cellules enregistrer. Quatrièmement, surveille ton langage automatique. Pendant la journée, observe les expressions qui sortent de ta bouche, sans que tu t'en rendes compte. Sois particulièrement attentif au « je n'y arrive pas ». C'est toujours comme ça. Je suis nul. La vie est dure. Rien ne change jamais. Quand tu entends une de ces phrases surgir, arrête-toi, respire et reformule-la, même si ce n'est qu'en pensée. Remplace le poids par le processus, le jugement par la curiosité, l'étiquette par la compassion. Cinquièmement, parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. La plupart d'entre nous se parlent avec une dureté qu'on n'oserait jamais utiliser envers une autre personne. Tu te critiques mentalement pour tes erreurs. Tu te condamnes pour tes émotions. Tu t'insultes pour tes limites. Et si tu commençais à te parler avec le même ton que tu utiliserais avec un enfant, une amie précieuse, un être aimé, pas pour fuir, mais pour te rééduquer émotionnellement. Tu as besoin de mots qui te réconfortent, pas qui te punissent. Sixièmement, crée une prière laïque ou une invocation personnelle. Écris une courte prière ou une invocation à répéter chaque jour, le matin ou avant de dormir. Tu peux commencer ainsi. Aujourd'hui, je choisis de me libérer des mots qui me blessent, ou j'invoque un langage qui me ramène à moi-même. Cette pratique, même symbolique, a un pouvoir profond. Elle te remet au centre de ton verbe. Et là où il y a un verbe, il y a création. Septièmement, réduis le bruit. Chaque semaine, choisis au moins un moment dans ta journée pour rester en silence. Sans musique, sans information, sans conversation. Utilise ce moment pour écouter simplement ce que ton esprit est en train de dire. Observe les phrases qui surgissent quand tout se tait. C'est souvent là que réside ton vocabulaire le plus authentique et le plus blessé. C'est là que commence le travail de réécriture de ce que tu penses vraiment de toi. Huitièmement, partage des mots qui guérissent avec les autres. Quand tu commences à utiliser un langage conscient, tu remarques à quel point les autres vivent encore dans un vocabulaire de manque, de précipitation, de peur. Ne critique pas, ne corrige pas. Mais chaque fois que tu le peux, propose une autre manière de nommer ce que l'autre ressent. Parfois, il suffit de dire « je comprends ». Et je crois aussi que tu es bien plus que cela. Une phrase comme celle-ci, un jour ordinaire, peut sauver quelqu'un. Neuvièmement, transforme ton langage en rituel sacré. Le vrai changement vient de la répétition. Il ne s'agit pas de se forcer à être positif. Il s'agit d'être constant dans la quête de mots plus entiers. Mets des rappels sur ton téléphone. Enregistre des audios avec tes affirmations. Écris tes phrases de pouvoir et colle-les sur ton miroir. Crée des rituels. Transforme le verbe en veille et la veille en vie. Dixièmement, et surtout, parle moins avec peur. Parle plus avec ton âme. Tu n'es pas là pour te conformer à de petites phrases. Tu es là pour réécrire ton monde. Georges Gurdjieff disait « Les mots n'ont de valeur que lorsqu'ils naissent d'une expérience réelle. » Et peut-être que ce dont tu as le plus besoin maintenant, ce n'est pas de plus de savoir, mais de vécu, de corps, de présence, de répétition, de silence, de choix. Le moment est maintenant. Aucune technique ne fonctionne sans engagement. Mais s'il y a engagement, même le plus simple des gestes peut devenir une révolution personnelle. Tu as déjà commencé. Le langage qui t'a conduit jusqu'ici n'est plus celui qui te mènera plus loin. Tu es face à un nouveau miroir. Et cette fois, tu peux choisir les mots avec lesquels tu veux te reconnaître. Alors, dis-moi, quels mots choisis-tu de porter avec toi à partir d'aujourd'hui? Partage-les ici, dans les commentaires. Écris ta nouvelle phrase, ton nouveau verbe, ton nouveau nom. Et si cette vidéo a parlé à ton âme, aime-la, abonne-toi à la chaîne et envoie-la à quelqu'un qui en a besoin maintenant. Parce que lorsqu'un mot transforme une vie, il commence à changer le monde entier.